Michel, je suis ravi d'être là, j'espère que vous m'entendrez bien jusque dans le fond. Alors c'est vrai que ça donne un peu l'impression de toucher à tout et je pense que vous allez voir encore aujourd'hui, ce sera une belle démonstration de ma manière de fonctionner. En réalité, ce que je voudrais vous présenter maintenant, c'est à la fois le résultat d'un travail qui est terminé depuis quelques semaines maintenant et qui va aboutir à la publication d'un livre écrit avec une collègue qui s'appelle Gaëlle Jean-Marc, qui travaille à Philocité, qui travaillait avant à l'Université de Liège, sur les relations entre théorie et pratique dans la philosophie antique et dans la philosophie hellénistique en particulier. Et puis, un travail en cours qui est né en fait d'avoir mené ce travail sur la relation entre théorie et pratique dans la philosophie antique, parce que j'en suis arrivé à me poser des questions, mais au fond, à lire certains travaux contemporains sur la philosophie antique, sur la philosophie hellénistique en particulier, travaux pas toujours destinés à un public universitaire, on se rend compte qu'il y a une sorte de flou, parfois un peu artistique, qui existe entre la philosophie antique, disons stricto sensu, celle que pratiquent les historiens de la philosophie, celle qui est un peu sérieuse et qui mérite qu'on s'y intéresse, et puis quelque chose qui est de l'ordre d'une réhabilitation par le développement personnel, ou quelque chose qui ressemblerait à du développement personnel. Et ça, évidemment, c'est beaucoup moins sérieux, ça n'a aucun intérêt, et les spécialistes doivent s'en détromper. Sauf que quand on regarde les choses d'un peu plus près, on peut se poser la question, mais au fond, qu'est-ce qui fait qu'on a ce regard? Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir trancher aussi facilement? Où va passer le critère et pourquoi est-ce qu'on devrait complètement se désintéresser de ce qui fait, de ce qui rentre un peu rapidement peut-être parfois dans la catégorie développement personnel? Du coup, c'était mon premier point, oui, c'était la question de savoir, mais au fond, est-ce que parfois la philosophie antique ne se présente-t-elle pas elle-même comme une forme de développement personnel? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui provoque cette récupération? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, mais c'est pas si mal les stoïciens pour fonctionner aujourd'hui, ça permet de régler un certain nombre de problèmes. Et si on regarde un certain nombre de thèses qu'on va retrouver chez les philosophes antiques, là c'est plutôt des thèses hellénistiques, et alors j'étais un peu vicieux parce que j'ai introduit au milieu du tableau des thèses qui ne sont pas du tout des thèses portées par des philosophes hellénistiques, mais qui sont des thèses qu'on va retrouver dans des bouquins de développement personnel, d'inspiration philosophique, dont des bouquins de développement personnel qui puisent dans la tradition philosophique antique, et on va retrouver des thèses qui sont assez proches et qui au fond donnent l'impression de faire, de tendre quelque chose de l'ordre du développement personnel. Je sais pas, quand on va s'occuper de soi, ça ressemble à du développement personnel, mais c'est l'épiméléa et auto, le fait de prendre soin de soi-même. C'est quelque chose qui semble assez proche finalement. Donc, déterminer ses aspirations, c'est faire un tri dans ses désirs, faire un tri dans ses attentes. Là aussi, la frontière est ténue. Donc, qu'est-ce qui permettrait de trancher? Qu'est-ce qui permet aux spécialistes de dire, non, moi je fais un truc sérieux de la philosophie, je ne fais pas de développement personnel. Du coup, si on regarde un peu plus loin, et je me rends compte que je suis revenu en arrière. Alors, j'ai une très grande maîtrise de l'outil, hein. Vous allez voir, je ne l'utilise jamais. Du coup, ça se voit assez vite. Est-ce que si j'appuie là, ça passe? Voilà ce que je veux vous montrer. Deux extraits que je lis avec vous. Ainsi, dans la vie, il y a des choses que l'on contrôle, des choses que l'on ne contrôle pas, et des choses sur lesquelles on a de l'influence. Et puis, un autre, parmi les choses qui existent, les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de nous. Donc, l'un est tiré d'un site de développement personnel, d'inspiration stoïcienne, l'autre est la première phrase du manuel d'Épictète. Bon, la nuance n'est pas énorme. De prime abord, c'est quand même fortement la même chose. Alors, ça change un peu, ça marche, si on lit la suite maintenant. Hein, effectivement, on voit apparaître une différence. Les choses sur lesquelles on a de l'influence, les autres, notre corps, une stratégie d'entreprise, donc là on se dit, Épictète a décemment pas pu écrire ça, un chiffre d'affaires encore moins, nos émotions, ça, il aurait pu tout à fait l'écrire. Enfin, il n'aurait pas écrit nos émotions, il aurait écrit nos passions, parce que les émotions, ça, elles ne dépendent pas de nous.
Et puis, si on lit la suite du manuel d'Épictète, dépendent de nous, jugement, valeur, impulsion à agir, choix, désir, aversion, en un mot, tout ce qui est affaire à nous, etc. Donc, là, on voit une première différence apparaître, mais c'est pas encore non plus radical. Qu'est-ce qui fait que ça ne pourrait pas être de la philo, alors que ça en est? Fondamentalement, d'un premier coup d'œil comme ça, je trouve que c'est pas si évident. D'où les questions que je voudrais aborder ici avec vous, c'est au fond, il faut bien se mettre en contexte et se demander pourquoi cette question, pourquoi subitement on s'intéresserait à la philosophie antique dans le cadre du développement personnel. Deuxième question, c'est au fond, est-ce que c'est un développement personnel et quel va être le critère ou les critères qu'on va pouvoir mettre en avant? Et je prendrai un cas d'étude, parce qu'il faut bien limiter le champ, donc je voudrais regarder avec vous quelques thèses du stoïcisme. Je ne vais pas vous faire un exposé complet du stoïcisme, sauf si vous avez 30 heures à perdre, mais on se contentera des thèses principales. Et puis, au fond, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ces critères existent? Et comment est-ce qu'on va fonctionner? Est-ce qu'il est possible de vraiment donner les critères et jusqu'à quel point sont-ils efficaces? Voilà. Ça, c'est pour le programme. On commence tout de suite. Alors, pour ce qui est du contexte, pourquoi est-ce que depuis début des années 2000, en fait, la philosophie antique, et je continue à parler de philosophie antique, mais c'est en particulier la philosophie hellénistique et en particulier le stoïcisme, qui ont du succès auprès de courants de développement personnel. On trouve aussi des réappropriations d'Aristote, je vais en dire un mot dans un instant, des épicuriens, du scepticisme. Ça existe aussi, mais c'est peut-être un courant moins dominant, on en reviendra dans un instant. Mais ce qui a rendu possible cette redécouverte des courants philosophiques antiques, ou en tout cas ce type de redécouverte de la philosophie antique, c'est deux choses, de part et d'autre de l'océan Atlantique. Alors, la première chose, disons de part et d'autre de la Manche et au-delà de l'océan Atlantique, d'abord dans le monde anglo-saxon, c'est le développement à partir des travaux d'Elizabeth Anscombe de l'éthique de la vertu, donc ça date, disons, du milieu du XXe siècle, mais quel était l'objectif, en deux mots, désolé d'être un peu rapide là-dessus, de l'éthique de la vertu? C'était de trouver une voie intermédiaire entre ce qu'on considérait comme aporétique dans le déontologisme, c'est-à-dire l'idée que l'éthique se fonde, donc les actions doivent se fonder sur des lois à respecter ou des règles à respecter, c'est le principe de l'impératif catégorique kantien. Et à l'opposé, la tendance inverse, c'était le conséquentialisme, dont le principal représentant est l'utilitarisme, mais pas uniquement, c'est-à-dire ça ne va pas, non? Je fais trop vite. Vous voyez, il ne faut vraiment pas me confier des outils techniques. Là, ça va trop loin. Ça va trop loin. On va y arriver. On est revenu. Voilà. Et donc, de trouver... conséquentialisme, lui, a pour modèle de se fonder sur d'évaluer les conséquences d'une action. L'action sera bonne ou mauvaise en fonction de ses conséquences. Alors, problème du premier, c'est qu'il implique un raisonnement a priori. Le problème du second, c'est qu'il implique un raisonnement a posteriori, mais que dans les deux cas, on a un problème avec soit l'action concrète, le raisonnement a priori, et a posteriori, qu'est-ce qui va nous permettre de choisir, puisque c'est facile de dire après coup, c'était pas si mal joué, il faudrait mieux savoir avant. Et donc, développement de l'éthique de la vertu, c'est-à-dire l'idée qu'on va essayer de trouver des principes, des règles qui sont liées au développement de l'individu, qui sont liées à l'individu, et on va ainsi réhabiliter les notions de vertu, de bonheur, de sagesse pratique, qui permettront ainsi de trouver une voie intermédiaire. Et du coup, c'est pas idiot, mais dans l'Antiquité, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Aristote a fonctionné comme ça, et donc les premiers travaux en éthique de la vertu qui s'inspirent de l'Antiquité vont aller puiser largement chez Aristote. Et puis un peu plus tard, il faut attendre les années 70, que quelqu'un se dise, tiens, ce serait pas mal de se réintéresser au stoïcisme, parce qu'on ne s'intéressait plus au stoïcisme
depuis bien longtemps. Enfin, c'était pas considéré comme un objet d'étude sérieux, malgré leur logique, leur physique, leur éthique, qui étaient parmi les plus aboutis dans l'Antiquité. Donc il a fallu attendre en gros les travaux d'Anthony Long, connu pour notamment son anthologie Langue et Sedley, mais voilà, sans lui, ses travaux des début des années 70, on n'aurait pas eu cette réhabilitation dans le monde anglo-saxon. Donc voilà, première influence. Deuxième influence, c'est, dans le monde francophone, c'est l'idée que la philosophie, et en particulier la philosophie antique, se définit comme une pratique existentielle, comme une façon de vivre. Et là, évidemment, vous aurez tout de suite deviné, il y a deux personnes qui sont à l'origine. La première, c'est Pierre Hadot, qui, pour résumer son œuvre, qui est l'œuvre d'une vie, donc c'est un peu facile de le faire en deux phrases, mais qui a développé en gros deux idées centrales pour lire les textes de philosophie, en particulier des textes de philosophie antique. C'est l'idée que la philosophie n'est pas simplement une affaire théorique, ce n'est pas simplement la construction d'un système, c'est pas simplement un travail strictement intellectuel et livresque, mais la philosophie, en particulier dans l'Antiquité, est un choix d'existence. On détermine la façon dont on va agir par le type d'école qu'on va suivre. Donc si vous devenez stoïcien, c'est pas simplement parce que vous vous intéressez à la façon dont les stoïciens conçoivent la nature, mais c'est parce que, selon vous, cette conception de la nature va vous permettre d'agir d'une meilleure façon au quotidien dans l'existence, d'être plus heureux, etc. Et en lien avec cette notion de philosophie comme mode de vie, il développe aussi celle d'exercices qu'il appelle spirituels, c'est-à-dire des exercices qui sont destinés à renforcer l'âme, à renforcer l'individu, à faire en sorte qu'il commette moins d'erreurs dans ses choix, dans ses jugements, dans ses appréciations, et qu'il arrive plus facilement au bonheur. Donc il y a toutes sortes d'exercices, préméditation des malheurs, méditation de mort, méditation du soir, c'est souvent des méditations, vous allez me dire, mais voilà. Et Pierre Hadot commence à identifier comme ça les exercices chez les philosophes antiques et essaye de montrer en quoi ces exercices ont une fonction d'intégration de la doctrine. Les exercices ne sont pas séparés de la doctrine, mais ils ont pour fonction de mieux nous faire comprendre la doctrine philosophique qu'ils expriment, et à l'inverse, la doctrine philosophique nous permet de comprendre à quoi sert l'exercice. Donc il y a un lien très étroit entre la théorie et la pratique. Ça, c'est le travail de Pierre Hadot. Et puis, Michel Foucault, à la fin de sa vie, donc à partir de 1980-81, alors qu'il a déjà toute son œuvre derrière lui, l'essentiel de son œuvre, qu'il a publié le premier tome de l'histoire de la sexualité et qu'il est en train de préparer les tomes suivants, se rend compte qu'en fait, il a fait suivi une mauvaise piste quand il commence l'histoire de la sexualité. Ça recommence. Je le fais exprès. Hop. Et si je fais ça, oui, c'est bon. Il se rend compte qu'il suit une mauvaise piste et se dit, mais au fond, il commence à lire les Grecs, notamment parce qu'il est tombé sur des travaux de Pierre Hadot et découvre toute cette dimension spirituelle de la philosophie antique. Et donc, Michel Foucault va commencer à aller lire des textes assez peu explorés en philosophie antique et à mettre en avant toute cette dimension de ce qu'il appelle le souci de soi, la culture de soi, donc le fait que dans la philosophie antique, on s'intéresse à ce qu'est l'individu, mais pas simplement en tant qu'individu, mais en tant qu'être humain, qu'est-ce que cela implique et qu'est-ce que cela suppose de travail sur soi, à travers, bien sûr, un travail intellectuel de philosophie, mais aussi à travers l'écriture, à travers l'oralité, à travers l'audition, etc. Et il développe en parallèle la notion d'esthétique de l'existence. Ça, ce sont des choses, me semble-t-il, plus connues. Alors, du coup, on a là une double influence. Je vais laisser de côté l'influence anglo-saxonne parce que, au fond, dans le monde anglo-saxon, ce sont deux influences qui se croisent. Dans le monde francophone, assez peu. C'est vraiment Pierre Hadot et Michel Foucault qui ont un peu donné l'impulsion. L'éthique de la vertu est assez peu une référence de ce côté-ci de la Manche. Mais si on conserve les acquis
des travaux de Foucault et d'Adorno. Si on en tire les conséquences, eh bien, on arrive à découvrir dans la philosophie antique, dans la philosophie hellénistique peut-être en particulier, mais pas uniquement, que on a différentes pistes qui ressemblent à du développement personnel. On a différentes pistes qui donnent l'impression qu'on a là une pratique existentielle qui va nous aider au quotidien à vivre mieux. C'est cela, en tout cas, que visait la philosophie dans l'Antiquité, c'est cela qu'elle avait pour objectif. Et donc, quels sont ces traits principaux? La dimension pratique de la philosophie, c'est pas simplement une doctrine, c'est pas simplement un système, c'est pas simplement une théorie, mais même la théorie, produire une théorie, c'est déjà avoir une certaine pratique, et une pratique qui va au-delà, évidemment, de l'exercice théorique. Ce sont des philosophies qui posent des questions concrètes, existentielles. Quel choix va-t-on opérer? Comment va-t-on opérer ces choix? Et propose des manières de mettre en œuvre ces choix. C'est pas simplement dire, mais à quelles conditions un acte sera-t-il moral? Mais c'est à quelles conditions vais-je pouvoir, une fois que j'ai compris comment fonctionnait la définition et quels étaient les critères, comment moi je vais pouvoir les mettre en œuvre. Ce sont des philosophies qui visent à atteindre le bonheur, hein, quel que soit le courant philosophique antique, l'objectif global, qu'il s'agisse de tranquillité, qu'il s'agisse de sagesse, peu importe la définition de bonheur, et puis surtout la notion de travail sur soi. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on voit à quel moment la frontière entre philosophie antique et développement personnel commence à être un peu poreuse. Hein, on voit que les contours qui semblaient intuitivement ou intimement bien tracés le sont peut-être un petit peu moins. Voilà. Et donc, on retrouve des caractéristiques qui sont finalement assez proches de ce qu'on va pouvoir appeler du développement personnel. Évidemment, je vais tenter de vous donner une définition à la fin, sinon je parle dans le vide, mais je sais bien que pour faire tout cela, il faut que pour arriver à cette définition, il faut que je passe par des étapes. Alors, si on regarde maintenant d'un peu plus près comment ça se passe, parce que ici j'ai un discours très général et qui n'est peut-être pas encore très exemplatif et ne vous donne pas encore vraiment à comprendre le caractère concret du problème, le caractère concret de cette porosité de la frontière. Vous pouvez me croire sur parole, mais c'est mieux si on va voir un peu comment ça se passe dans le corps de doctrine. Alors, j'ai pris le stoïcisme, je le disais rapidement en entrée, pour une raison simple, c'est que, premièrement, c'est le courant qui est le mieux documenté dans la philosophie hellénistique. On a en particulier le stoïcisme qu'on appelle romain ou impérial, puisqu'on a un grand nombre de textes de Sénèque, on a des discours de Musonius Rufus, on a les entretiens d'Épictète et Emmanuel, on a retrouvé les pensées de Marc Aurèle. Donc ça fait déjà un corpus de textes assez important par comparaison avec l'épicurisme. Les textes d'Épicure, c'est pas grand-chose. Heureusement, on a retrouvé, enfin on a conservé Lucrèce et il y a Philomèle de Gadara, mais voilà, c'est peut-être moins, il y a moins de documents de base, peut-être aussi une des raisons pour lesquelles, en tout cas une des raisons qui est avancée pour expliquer la primauté du stoïcisme dans la réactivation actuelle. Deuxième raison, c'est de mon choix ici, c'est le renouveau contemporain dans ce qu'on appelle modern stoicism, c'est-à-dire un stoïcisme pour aujourd'hui, qu'on peut appeler en français néo-stoïcisme. Le problème étant que ça provoque une ambiguïté, parce que néo-stoïcisme c'est aussi un terme qu'on utilise pour qualifier la renaissance du stoïcisme à la Renaissance, justement, avec les travaux de quelqu'un bien connu ici, qui s'appelait Juste Lipse, et d'autres évidemment, mais c'est lui qui propose cela. Et on va voir apparaître dans toutes sortes de champs ce renouveau du stoïcisme. Donc c'est pas simplement dans le cadre des études universitaires, scientifiques, que depuis les années 70 dans le monde anglo-saxon on s'est intéressé au stoïcisme, mais c'est aussi plus récemment, depuis le début du XXIe siècle, un stoïcisme qui va se proposer comme une philosophie contemporaine, avec le plus connu étant évidemment le bouquin de Lawrence Becker qui propose un New Stoicism, donc un nouveau stoïcisme, et qui, sur la base de ses travaux en éthique de la vertu, propose de reconstruire une éthique stoïcienne adaptée à notre monde contemporain. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe là, et puis on a
dans le monde anglo-saxon, quelqu'un aujourd'hui qui est prof émérite, je crois, Exeter, Christopher Gill, qui, après avoir travaillé sur la philosophie grecque classique, s'est tourné vers le stoïcisme dans cette perspective-là aussi. Alors, on a aussi un stoïcisme pour les managers, qui est évidemment le plus rigolo, et puis un stoïcisme pour mieux vivre, disons, un stoïcisme vraiment de l'ordre du développement personnel, avec des gens comme Tim Ferriss et Ryan Holiday qui m'ont préféré, et donc je vous donnerai un extrait tout à l'heure. Alors, enfin, pourquoi le stoïcisme? Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est son caractère concret, et c'est ça qui va nous intéresser. Alors, dans les quelques minutes qui viennent, je vais vous rappeler, et désolé si vous connaissez tous là par cœur, mais sinon ça vous fera un petit rappel bienvenu de quelques doctrines centrales de la philosophie stoïcienne, et je vais évidemment me concentrer sur celles qui ont le plus de succès auprès des gens qui récupèrent le stoïcisme aujourd'hui, ou qui se le réapproprient, ou qui en refont quelque chose. Alors évidemment, la première thèse centrale que tout le monde connaît, c'est, je vais détailler tout ça dans un instant, c'est la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C'était le texte tiré du manuel d'Épictète que vous aviez tout à l'heure, hein, c'était la première phrase. Bon, je dis un mot dans un instant. Et puis, les fameuses 3 disciplines, 3 lieux de la pratique philosophique, identifiés par Pierre Hadot dans ses travaux sur Marc Aurèle, mais dont il retrouve la trace aussi chez Épictète et puis peut-être chez des stoïciens plus anciens. Les 3 disciplines, donc discipline du désir, de l'action et du jugement. Alors, regardons ça en détail. Donc, cette différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, c'est la façon dont Épictète va s'approprier une différence plus ancienne entre ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est indifférent, et plus largement tout ce sur quoi nous pouvons agir et ce sur quoi nous ne pouvons pas agir. Le bien et le mal, il arrive à la conclusion, Épictète, au fond, ce sont des choses qui dépendent de nous. En revanche, tout ce qui est indifférent, en fait, c'est ce qui ne dépend pas de nous. Et donc, il se dit, mais au fond, ce sur quoi doit se concentrer l'activité philosophique, c'est ce sur quoi nous pouvons agir. Et sur quoi pouvons-nous agir? Les autres, non. Les autres sont des volontés extérieures à la mienne, et donc décident de ce qu'elles ont envie de faire, donc j'ai rien à faire sur eux. Mais même leurs jugements, les jugements qu'ils portent sur nous, les actions qu'ils commettent à notre rencontre, nous n'avons aucun pouvoir sur eux. Et plus largement, les événements extérieurs ne dépendent pas de nous. Donc ce sont des choses dont on doit apprendre à se détacher parce qu'on n'a aucun contrôle sur eux. En revanche, mes jugements, mes pensées, mes émotions, mes réactions, mes décisions, mes actions, tout cela dépend de moi. Et c'est sur cela qu'il faut se concentrer. Et donc, Épictète pose cette nécessité de développer ce qu'il appelle la faculté de choisir, la proairesis, ou de délibérer, que ses prédécesseurs appelaient faculté directrice, hégémonikon, l'hégémonique, c'est-à-dire la faculté qui, au sein de notre âme, était à la fois celle qui ressentait, donc vous aviez des sens, mais c'est elle qui se formait des représentations à partir des données des sens, et c'est elle qui donnait son assentiment, c'est-à-dire c'est elle qui décidait si oui ou non vous aviez raison de formuler tel ou tel jugement, telle ou telle représentation. Donc, rôle central, selon lui, de la faculté de choix, qui est à la manœuvre, en fait, derrière tous mes jugements, mes pensées, mes émotions, mes réactions. C'est toujours elle qui donne l'impulsion à agir dans un sens ou dans l'autre. Et à partir de cette distinction, il pose la possibilité, une fois qu'on a bien compris ce sur quoi on pouvait agir, il pose la possibilité de déterminer notre usage des choses. Donc, la présentation veut que j'aille plus vite, donc j'accélère. Alors, ensuite, les 3 disciplines dont je parlais, donc ça c'est la manière dont Pierre Hadot, je vous disais tout à l'heure, a compris que l'enseignement du manuel d'Épictète était organisé selon 3 axes, c'est-à-dire 3 angles de travail, 3 angles de tir
trois manières d'appréhender le monde, trois manières d'appréhender notre action, trois manières de comprendre cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, et trois manières de se positionner par rapport à elle. La première, bon, peu importe l'ordre, ce sera la discipline du désir. La discipline du désir, c'est le lieu du travail philosophique dans lequel on va s'intéresser à apprendre à reconnaître ce qui est bon pour nous. C'est pas de chance pour nous, contrairement aux animaux, nous ne sommes pas préformés, nous n'avons pas ce que nous appelons aujourd'hui l'instinct. Les animaux n'ont pas de problème, ils s'orientent directement vers ce qui est bon pour nous. Nous, pas de bol, on a plutôt tendance à aller vers ce qui peut aussi nous nuire. Pas uniquement par chance, mais malheureusement, on ne fait pas intuitivement aussi bien la distinction. Il faut que j'arrête de chipoter avec cet objet, sinon... Voilà, on est reparti. Ah, très bien. Alors, ensuite, deuxième chose, la discipline du désir nous aide à nous orienter dans nos désirs et surtout à orienter nos désirs vers des objets qu'on peut atteindre. Notre principal problème, nous disent les stoïciens, c'est que nous visons des objets qui sont inatteignables. Donc il faut apprendre à faire en sorte de viser ce qu'on peut atteindre. Personnellement, je sais que je ne serai jamais président de la République française. Quoi que je veuille, quoi que je fasse, et en fait je ne veux pas vraiment, mais c'est impossible, donc c'est un désir, ou princesse de Belgique, je ne serai jamais non plus, donc je dois arrêter de vivre avec ce rêve. L'idée étant au départ de faire table rase de tous les désirs, comme ça c'est le plus sûr moyen de ne plus avoir de problème. C'est en fait l'image qu'on a du stoïcisme, hein. C'est quand même pas très rigolo, le stoïcien qui est froid, rigoureux, qui ne rigole jamais, mais en fait non, c'est juste, ça c'est la première étape du travail, mais dans un deuxième temps, une fois que vous commencez à comprendre comment fonctionne le monde, comment vous fonctionnez, une fois que vous connaissez mieux, donc, vous allez pouvoir réintroduire progressivement les désirs. Et puis, il faut apprendre à modeler aussi nos aversions et nos craintes. De la même façon qu'il faut savoir ce qu'on doit craindre, ce qu'on doit désirer, pardon, on doit savoir ce qu'on doit craindre. La mort ne dépendant pas de nous, on ne doit pas la craindre. Elle va nous tomber dessus à un moment ou à un autre, la mort de nos proches, pareil, donc ça, la maladie, ça ne sert à rien de les craindre. On ne peut pas aller contre ce qu'on ne domine pas. Alors, ensuite, la discipline de l'impulsion à agir, la discipline de l'action, c'est déterminer si nos actes sont conformes à notre nature. C'est-à-dire, nous connaissant nous-mêmes, mais d'un point de vue presque physiologique, sachant quelles sont les possibilités, les facultés de l'être humain dans le monde tel qu'il est, qu'est-ce qu'il nous est possible de faire? Donc ça, c'est le travail fondamental de la discipline de l'impulsion à agir, parce que c'est en fonction de ce que nous sachons, en fonction de ce que nous savons que nous sommes, oui, ça serait mieux, que nous allons pouvoir agir correctement. Alors, le problème, c'est que ça, il n'y a que le sage qui est en mesure de connaître la nature complètement, donc du coup, il faut trouver un palliatif. Et quel va être ce palliatif? Descartes peut faire la même chose, hein, il nous faut une morale provisoire, et cette morale provisoire, c'est les devoirs. Donc il y a un certain nombre de devoirs qui nous incombent, et c'est quoi ces devoirs? Eh bien, ce sont tous on peut appeler des noms, hein, qui nous tombent dessus. Hein. Nous sommes père, mère, fils, enfant, frère, sœur, professeur, étudiant, citoyen. Et donc, à chacun de ces noms correspond un certain nombre de devoirs, et ces devoirs sont, alors, vous allez me dire, définis socialement, donc ça donne l'impression qu'il faut se conformer à un ordre social, mais en fait, le vrai travail ici, c'est de comprendre ce que signifie chacun de ces devoirs et de comprendre quel est le rôle qui est là derrière, c'est-à-dire le rôle au sens théâtral des choses. Hein, c'est-à-dire quand on agit, quand on suit un de ces devoirs, en fait, on incarne un rôle et on agit en tant qu'il faut suivre ce rôle. Ce qui implique de comprendre ce qu'est ce rôle et ce qu'il est réellement. Il ne suffit pas de se conformer à ce que les autres ont l'air de dire. Il y a une fameuse anecdote rapportée plusieurs fois dans les entretiens d'Épictète, que vous connaissez
probablement, c'est celle du sénateur Elvidus Priscus, qui un jour est convoqué au Sénat par Vespasien, si je me rappelle bien, et donc il va y avoir une motion de censure, disons quelque chose comme ça. En tout cas, il va y avoir une proposition de loi qui va être soumise au vote, mais Elvidus Priscus, réputé philosophe stoïcien, on sait très bien qu'il va voter en son âme et conscience. Donc l'empereur envoie un émissaire chez Elvidus Priscus et lui dit, mais écoute, ce serait mieux que tu viennes pas. Franchement, pour ta santé, c'est mieux que tu ne viennes pas. Et Elvidus lui répond, non, en fait, moi je suis sénateur, c'est mon rôle en tant que sénateur de me rendre au Sénat. Et je dois aller jusqu'au bout de mon rôle. Bon, alors, ok, faisons comme ça, mais au moment du vote, tu vas prendre un café et il n'y a pas de problème, c'est mieux pour ta santé, le café, tu vas voir, ça réveille, c'est super. Et donc, il dit, non, si je suis au Sénat, si je ne suis pas empêché de m'y rendre, alors j'exerce mon rôle jusqu'au bout. Je dis, ben, ok, mais tu connais les conséquences. Je vais devoir, l'empereur va devoir te mettre à mort. Oui, mais qui a dit à l'empereur que j'étais immortel? Et donc, il tient son rôle jusqu'au bout, en dépit des conséquences. C'est-à-dire, on pourrait dire, s'il était fataliste et suivait un rôle qui était simplement socialement déterminé, il se contenterait de dire, bah, ok, l'empereur va me mettre à mort s'il me dit de voter de telle façon, je vais voter comme il le demande. Je suivrai la discipline de parti. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Il dit non. Quel est le rôle d'un sénateur? C'est de peser le pour et le contre du moi et de la mener jusqu'au bout. Bon, oui, il est temps que j'avance. Alors, dernière discipline, la discipline du jugement, qui est, disons, la partie peut-être la plus logique. J'aurais pu poser les choses aussi de cette façon-là. À chacune des trois disciplines correspond une des parties de la philosophie. Disons que la discipline du jugement, c'est la mise en œuvre de la logique stoïcienne. Puisqu'il s'agit d'apprendre à faire fonctionner nos représentations. Alors vous allez me dire, mais on ne fait pas fonctionner les représentations, puisque les représentations, elles sont automatiques. Je vous expliquais tout à l'heure le processus, avec la faculté directrice qui intervient. Donc, vous êtes affecté par le monde qui vous entoure, par l'intermédiaire de vos sens. La faculté directrice se dirige vers ce sens, porte son attention, le terme est important, sur le sens, et à partir de là se forme une représentation qui prend la forme d'un énoncé, c'est un jugement, une représentation. Donc, toute sensation pour un stoïcien est toujours un jugement. Et il est important évidemment d'apprendre à bien trier ces représentations, à comprendre comment elles fonctionnent, parce que la deuxième étape, c'est de savoir auquel on va donner son assentiment, à laquelle cette faculté directrice, ou cette proie écrétie, cette faculté de délibérer, va donner son assentiment, c'est-à-dire, est-ce que j'ai raison de penser ce que je pense? Est-ce que j'ai raison de percevoir ce que je perçois? Mon exemple traditionnel, c'est, pour mes étudiants, c'est quand j'entre dans cette pièce, il n'y a pas de... Si, les tentures sont fermées, les stores sont fermés, la lumière est éteinte, je regarde le mur, ce mur est gris, voire noir. Mais je sais bien que je dois corriger cette représentation que je me forme en me disant, mais non, je sais bien qu'elle est erronée, c'est en raison des conditions de luminosité dans cette salle que je pense que le mur est noir ou gris. Mais en fait, il a une couleur crème, on va dire ça, ou coquille d'œuf. Ce mur est coquille d'œuf, fondamentalement, il est coquille d'œuf. Et donc, c'est à cette seconde représentation, qui est donc une correction de la première, que je pourrais donner mon assentiment, mais à la première, je ne dois pas la donner. Alors vous allez me dire, c'est pas très important de savoir si le mur est gris, blanc, coquille d'œuf, crème, ça ne change pas notre vie, effectivement. En revanche, si quelqu'un vous bouscule dans la rue, et vous pouvez avoir deux réactions. Vous continuez à marcher, ou bien vous dites, cette personne a voulu sciemment, délibérément me nuire. Elle m'a porté atteinte, elle m'a porté outrage. Et si vous donnez votre assentiment à cette représentation, il va s'en suivre de toute autre conséquence. Et donc, c'est comme ça en fait que se forment des passions, en particulier la colère ici, c'est que la prochaine fois qu'on va vous bousculer, si vous dites, si quelqu'un bouscule, c'est qu'il me porte outrage, eh bien, la prochaine fois, quelqu'un vous bouscule, vous retournez et vous lui tapez dessus.
ou l'engueuler, enfin, vous avez la réaction que vous voulez, mais certainement pas celle qui va vous mener au bonheur dans un cadre stoïcien. Dernière chose importante, c'est de distinguer le phénomène de la représentation, c'est apprendre à distinguer, disons, le monde objectif, hein, disons, la sensation, la perception du monde tel qu'il est, et puis tout ce qu'on vient y ajouter. La représentation peut être, la représentation de la mort est quelque chose de grave. Bon, la mort est juste quelque chose, oui, ça c'est sûr. La mort est un événement, la mort est un fait, la mort est tout ce que vous voulez, mais elle n'est pas grave. Et donc, cette distinction entre les choses qui se produisent ou les représentations que nous avons est fondamentale pour bien fonctionner. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, on arrive à cette conclusion, mais au fond, est-ce que le stoïcisme n'est pas un développement personnel comme un autre, puisque il insiste sur la nécessité de se soucier de soi et de se connaître soi-même. C'est important pour produire de bons jugements, c'est important pour bien agir, c'est donc important pour être heureux. Il montre la nécessité d'un travail thérapeutique sur soi pour se débarrasser de ses passions, en faisant le tri de sa représentation, c'est-à-dire en apprenant à se débarrasser de celles qui sont erronées et donc en ne leur donnant pas notre assentiment. Il indique une voie d'accès vers le bonheur, il aide à supporter les événements extérieurs. Bon, c'est super, je veux dire, devenez stoïcien, vous serez plus heureux. Je pourrais écrire des bouquins là-dessus, mais d'autres l'en font et le font avec grand succès et ça leur rapporte beaucoup d'argent. Du coup, à lire tout ça, et puis sans doute d'autres conclusions que vous en retrouvez, le stoïcisme est manifestement un développement personnel. Ok. Je pourrais m'arrêter là, mais évidemment, j'avais annoncé une troisième partie de conférence. Bon, reprenons les choses depuis le début. Je vous parle de développement personnel depuis tout à l'heure. Je n'ai malheureusement pas assisté à la conférence. Je n'ai même pas eu l'idée d'aller voir si elle était déjà mise en ligne. Je m'en excuse. Mais peut-être que tout cela, ce sont des choses qui seront évidentes. Mais voilà. Ce que je voudrais proposer maintenant, c'est une définition pour voir, en fait, où on va trouver la frontière. Mon problème personnel étant de savoir, mais qu'est-ce que je fais, moi, en tant que chercheur, avec des gens qui écrivent des bouquins sur le stoïcisme, je sors du champ, mais je reviens dans un instant, qui sont manifestement de l'ordre du développement personnel et qui leur apportent beaucoup d'argent, mais qui sont inspirés donc, du stoïcisme. Et je vous les montre là, je vous les remontrerai avec plus de détails tout à l'heure. Alors, développement personnel, de quoi parle-t-on ? Alors, le problème du développement personnel, c'est que c'est une catégorie floue, au contour large et mal défini. Intuitivement, en fait, tout le monde sait ce que c'est. Vous allez à la FNAC, non, pensez au libraire de la FNAC ou de n'importe quelle autre librairie. Il a son rayon développement personnel et il ne se pose pas vraiment beaucoup de questions. Ça arrive, ça c'est de la philo, c'est du développement personnel. Ça tout seul. Parfois, vous allez à la FNAC, ouais, je suis pas sûr, je n'aurais pas classé les choses de la même façon. Mais pourquoi ? Simplement parce que on a une définition vague, floue, et on ne sait pas trop comment fonctionner, comment on va distinguer l'un de l'autre. Et puis, pourquoi c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est personnel en tout cas. L'objet développement personnel est jugé peu intéressant parce que, comme tout objet de la culture populaire, le graffiti pendant un moment, le rap, tout ça, est dévalorisé. Peut-être qu'un jour, il y aura un département d'études de développement personnel dans nos universités, ou des cours d'histoire du développement personnel, je ne sais pas, comme il y a eu des cours de musique populaire qui se sont inscrits progressivement dans nos programmes de musicologie, par exemple. Donc, voilà, c'est un objet un peu difficile à cerner. Donc, essayons une définition. Alors, je prends une définition qui est la définition de Wikipédia, soyons francs honnêtes. À peu de choses près, je crois que je trouvais que la formule n'était pas très heureuse à un endroit ou l'autre. Et donc, j'ai changé, mais c'est juste parce que c'était pour faire plus joli. Ensemble hétéroclite de pratiques. Alors, déjà, ensemble hétéroclite de pratiques, ça part mal. D'ailleurs, le développement personnel est une sorte de fourre-tout où, non, vous ne pouvez pas définir les choses comme ça, mais visant à améliorer la connaissance de soi. Alors, on pourrait se dire, je continue, à valoriser ses talents et ses potentiels, à améliorer sa qualité de vie, à réaliser ses aspirations et ses rêves, par le biais d'une méthode volontariste et délibérément optimiste. Parle-t-on des pensées négatives au profit des seules pensées positives. Alors, on peut reprendre la définition. La philosophie antique est un ensemble hétéroclite de pratiques
si on en croit Pierre Hadot et Michel Foucault, c'est partiellement vrai en tout cas, hein, c'est pas complètement faux, visant à améliorer la connaissance de soi, indéniablement, à valoriser ses talents et ses potentiels, à améliorer sa qualité de vie, c'est sûr, à réaliser ses aspirations, ses rêves. Bon, c'est flottant, mais on voit bien qu'il y a une ambiguïté et qu'une telle définition ne nous permet pas de faire le départ entre la philosophie antique et le développement personnel. Du coup, tentons autre chose. Et qu'est-ce qu'on tente? On tente une définition sociologique. Et en fait, je tente rien du tout à titre personnel. Je m'inspire d'un travail réalisé par Nicolas Marquis il y a quelques années. Nicolas Marquis, qui est sociologue et qui est professeur à l'Université de Saint-Louis, qui propose 5 critères pour définir le développement personnel. Et sa démarche est sociologique en quel sens? En ce qu'il s'est intéressé non pas aux bouquins de développement personnel, ou aux méthodes de développement personnel, mais en ce qu'il s'est intéressé aux utilisateurs, donc aux lecteurs du développement personnel, pour se dire, mais au fond, eux, comment définissent-ils le développement personnel, ou qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de l'usage qu'ils font du développement personnel. Et il formule 5 critères. Dans le développement personnel, il y a un postulat selon lequel l'être humain possède des ressources inexploitées à cultiver. Vous retrouvez ça manifestement, en tout cas c'est ça que recherchent les utilisateurs à travers ces livres-là. Une vision universaliste de l'humanité, donc l'idée selon laquelle tout le monde dispose de ces capacités-là. Sinon c'est pas vendeur évidemment. Si vous dites de base, oui non, vous ça n'ira pas, ne lisez pas. Ensemble de prescriptions à mettre en œuvre au quotidien. Alors ça c'est souvent une critique qu'on va avoir, c'est 5 minutes et vous devenez un golden boy. 5 minutes de travail quotidien et vous devenez un golden boy. Transformation qui s'entame dès la lecture, ça c'est aussi une promesse. Vous commencez à lire, vous allez déjà mieux. C'est encore plus efficace qu'un afalgan. Et puis, 5e critère, rejet de la généralité pour s'appliquer aux situations particulières. Alors, on peut faire le même exercice que pour la définition précédente, c'est que si on regarde les 3 premiers critères, la vision universaliste de l'humanité, on va la retrouver dans le stoïcisme, on va la retrouver dans la philosophie hellénistique en général, les épicuriens ont la même idée. L'ensemble de prescriptions à mettre en œuvre au quotidien, pareil. Le postulat que l'être humain possède des ressources inexploitées à cultiver, oui, si on admet qu'en fait il faut travailler sur soi, et donc en travaillant sur soi, on va être plus libre, plus heureux, c'est finalement les formes de ressources. Alors là où ça commence à être un peu tangent, c'est transformation qui s'entame dès la lecture. Bon, ça, Épictète va vous dire non, parce que vous pouvez tout à fait mal lire toute votre vie un texte philosophique, ce qui n'est pas important. Ce qui est important, c'est pas de lire le texte de philo, c'est de voir ce que vous allez en faire, de le mettre en œuvre. Donc là, on aurait un premier critère, mais bon, c'est pas non plus radical, c'est peut-être pas le critère essentiel, hein, c'est le critère d'efficacité. C'est peut-être pas, la philosophie c'est mieux parce que c'est plus efficace, oui, ou moins efficace. Non, la philosophie c'est mieux parce que c'est moins efficace. Ce serait plutôt ça. Oui. Ok, mais pourquoi pas, hein, je suis prêt à admettre. Et puis, un rejet de la généralité pour s'appliquer aux situations particulières. Alors ça, effectivement, on peut dire, la particularité du texte philosophique par rapport au texte de développement personnel, c'est que on ne s'adresse pas aux problèmes individuels et on ne s'occupe pas uniquement des problèmes individuels, mais le but, c'est chaque fois de s'élever à un niveau supérieur. Arriver à un niveau plus large, l'humain en tant qu'être humain, en tant qu'il est citoyen du monde, etc. Donc on dépasse un peu le cadre du simple individu enfermé sur lui-même. Donc là, on a quelque chose de pas mal hein, qui commence à dessiner, mais c'est pas encore pleinement satisfaisant parce que si vous regardez ces critères-là, c'est pas encore pleinement satisfaisant et on voit toujours pas s'il y a une vraie différence entre stoïcisme et développement personnel. Elle y est, mais ça reste très marginal. Alors, c'est pour ça que je vous propose une autre définition que j'ai pénantement appelée philosophique. Hein. Il fallait bien me faire croire que je l'étais à un moment ou l'autre. Et cette définition repose sur un certain nombre de critères, 3 ou 4, je sais pas, 4. Alors, ce qui va caractériser la philosophie, c'est le fait
philosophie antique, hein, j'insiste, c'est le fait qu'elle présente des exercices, certes, mais que ces exercices font l'objet d'une pratique fondée sur une théorie. Comme on l'a vu avec la discipline du désir, de l'action et du jugement, c'est une pratique, mais qui repose sur la théorie correspondante des trois parties, dans les trois parties de la philosophie. Donc, il y a une articulation forte entre les deux. Articulation qu'on ne va pas retrouver dans le développement personnel, que ce soit du point de vue de l'auteur, que ce soit du point de vue du lecteur. C'est-à-dire, le lecteur n'ouvre pas un bouquin de développement personnel en se disant, je vais développer une autre vision du monde, une autre manière de comprendre, enfin, je ne vais pas m'intéresser à l'épistémologie. Au mieux, en fait, ce que je veux, c'est, je vais appeler ça un peu abruptement des recettes, mais je veux un ensemble de moyens, de recettes qui vont me permettre de mieux fonctionner au quotidien, que ce soit pour être plus efficace, pour être plus heureux, pour être plus peu importe l'objectif du bouquin. Mais voilà, il y a cette différence sur le cadre théorique, me semble-t-il. Deuxième critère, alors ça aussi, c'est lié au premier, mais c'est que dans la philosophie de l'Antiquité, que vous soyez stoïcien, épicurien, il y a l'idée quand même que il y a un cosmos organisé. Alors, vous pouvez dire qu'il est organisé par le fait du hasard, par le fait d'une providence. En l'occurrence, chez les stoïciens, c'est la providence. Donc, il y a quelque chose qui régit l'organisation de ce cosmos. Alors que le principe de base du développement personnel, c'est que nous sommes dans un monde, au XXIe siècle, dépourvu de repères, tout va à volo, et donc c'est précisément la perte de ce qu'on appelle aujourd'hui la perte de sens qui requiert d'y trouver un palliatif et qui requiert de commencer à travailler dans ce cadre-là. Donc on a une différence de représentation du monde. C'est pas sans jugement de valeur, hein. Pour les stoïciens, on n'est pas obligé d'admettre qu'il y a une providence, hein, mais voilà, c'est le cadre stoïcien de pensée, alors que on ne retrouvera pas cette organisation de l'autre côté. Et puis, une différence qui me semble aussi fondamentale, c'est que le soi, dans la philosophie hellénistique, dans la philosophie antique, est pensé en tant qu'être humain. Donc, quand il s'agit de se soucier de soi, se soucier de ce que nous sommes, il ne s'agit pas de nous retrouver en nous-mêmes, retrouver nos aspirations fondamentales, retrouver nos qualités, nos émotions, retrouver au fond ce qui nous définit en tant qu'individu, mais ce qui nous définit au contraire en tant qu'être humain, c'est-à-dire en tant que nous avons des caractéristiques communes avec l'ensemble de ceux qui nous entourent. Et qu'est-ce que cela implique d'agir, d'être en tant qu'être humain? Oui, alors j'évoque ici la question de l'oikéosis stoïcienne. C'est l'idée que dans c'est peut-être pas évident pour tout le monde, l'oikéosis, en français c'est l'appropriation. C'est l'idée que tout individu, dès la naissance, a tendance à persévérer dans son être. Et les stoïciens disent, un épicurien, normalement, il devrait mourir. Il n'a pas de raison de continuer à exister. Nous, on estime qu'en fait, on a cet instinct de survie, hein, qui est le fait que nous avons une conscience intime que nous sommes nous-mêmes, ou que nous nous appartenons à nous-mêmes, nous sommes proches de nous-mêmes, nous sommes propres à nous-mêmes. Et les stoïciens disent, mais il va y avoir, on va comprendre de proche en proche, l'image est celle de cercles concentriques, que cette sphère de ce qui nous est propre est plus large, puisque au fond, il y a une proximité avec nos pères et mères. Et puis on se dit, mais c'est plus large que ça, il y a nos frères et sœurs, il y a nos oncles et tantes, notre famille au sens large, puis il y a nos voisins, il y a nos concitoyens, et donc on englobe les cercles les uns dans les autres, jusqu'à arriver au dernier, qui est celui de l'humanité, dans son ensemble, et on comprend, mais en fait, en me souciant de moi-même, je ne peux pas ne pas me soucier de l'ensemble de l'humanité parce que je suis commun, ou je porte des caractères communs avec l'ensemble de l'humanité. Par opposition à un soi
du développement personnel qui insisterait davantage sur ce soi individuel, personnel, hein, c'est-à-dire recroquevillé sur lui-même. Il n'y a pas ce mouvement d'extension que je viens de décrire. Et puis, alors là, je crois que c'est peut-être le point le plus important, c'est la dimension politique. On a plutôt tendance, je vous rassure, j'en ai plus pour 3 minutes, on a plutôt tendance à considérer que les philosophies hellénistiques sont apolitiques parce qu'elles se sont développées dans un courant qui était à la suite des conquêtes d'Alexandre le Grand, la perte des repères, la perte de sens, il n'y avait plus de possibilité d'exercer la politique, mais en fait, dans les cités, il y avait toujours des assemblées, il y avait toujours des tribunaux, et donc les citoyens continuaient à exercer leur activité politique. Et en fait, les philosophies correspondant à ces périodes-là ont développé une réflexion philosophique. Que ce soit les épicuriens, c'est pas très évident quand ils disent cultivez votre jardin, vivez en communauté, retirez-vous de la vie politique, mais il y a quand même politique, dont on pourrait discuter si vous le souhaitez, mais chez les stoïciens, dont je parlais tout à l'heure, c'est toute la dimension des rôles. Vous devez incarner vos rôles, c'est bien insister sur le fait que vous ne pouvez pas vous extraire de la dimension sociale et politique. Vous êtes impliqué dedans et donc vous devez agir dans ce cadre-là. Et ce qui ne suppose pas que vous acceptiez l'ordre tel qu'il est. Le philosophe stoïcien sait qu'il doit ne pas trop se soucier des affaires de ce qu'ils appellent la petite cité et s'occuper uniquement de la grande cité, mais donc la petite cité, c'est-à-dire l'état dans lequel vous vivez, la grande cité, c'est la cosmopolis, hein, la cité comme correspondant à la nature. Mais en fait, comment on va faire coïncider les deux, c'est en considérant que vous allez, grâce à ce regard cosmopolitique, développer un regard critique et une action critique, disons, sur la cité, la petite cité dans laquelle vous existez. Et ça, on ne retrouve pas la plupart du temps dans les ouvrages de développement personnel qui ont plutôt tendance à s'inscrire dans un cadre politique existant. On pourra être plus long là-dessus. Alors, quels sont les effets de cette définition en cas de critères? C'est que on a des critères clairs hein, qui permettent de distinguer philosophie critique et développement personnel. Bon, très bien. Et à l'inverse, cette définition permet aussi de réhabiliter un certain nombre de choses qui sont classées dans le développement personnel et qui pourraient être en fait rangées aussi en philosophie. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, toutes ces appropriations contemporaines du stoïcisme avec des auteurs comme ça. Alors, du coup, il faut se donner un tout dernier critère, et ce dernier critère qui permettra de trancher, me semble-t-il, en vraiment ce qu'on va rentrer dans la case développement personnel et ce qu'on va rentrer dans la case philosophie, c'est au fond, est-ce que ça fait penser? Est-ce que ça provoque quelque chose? La philosophie, quelle est la caractéristique fondamentale de la philosophie? C'est peut-être encore celle-là. Hein, c'est peut-être une caractéristique subsidiaire, c'est elle fait penser. Ok. Peut-être qu'il y a du développement personnel qui fait penser, des choses qu'on rentre dans le développement personnel qui font penser, pas simplement agir. Alors, pour vous montrer ça, comment pourrait fonctionner ce critère, je vous ai donné 2 citations, et ces 2 citations sont tirées de ce livre, The Daily Stoic, qui est un calendrier perpétuel de méditation stoïcienne, avec pour chaque jour un extrait de Épictète, Musonius Rufus, Marc Aurèle, et puis une petite explication en dessous, qui n'est pas vraiment un commentaire, mais qui est une manière de comprendre la réflexion qui est proposée dans la citation qui précède. Alors, je me suis dit, tiens, je vais choisir pernicieusement le texte le plus explicite. Puis je me suis dit, on est le 23 mars, comme c'est un calendrier perpétuel. J'ai ouvert la page du 23 mars, et voilà ce que ça disait aujourd'hui. Il existe une traduction française de ce livre, que vous retrouverez dans toute bonne librairie, ou toute mauvaise librairie, je ne sais pas, mais dans toute librairie, où il se trouve en tout cas. Et mais j'avais pas la traduction française, donc j'ai fait la traduction qui suivra moi-même. Les maladies de l'esprit sont des vices bien ancrés et durables, tels l'avidité ou l'ambition. Ils ont rendu l'esprit fort indigent et se sont mués pour lui en maux permanents. En un mot, cette maladie est une dépravation tenace du jugement, en vertu de laquelle les choses à peine misérables sont devenues absolument désirables. Alors, cet extrait ne vous dit pas ce que vous devez faire, ne vous dit pas encore les conséquences que vous devez en trouver, mais il pose un certain nombre de problèmes. Il pose l'existence de maladies de l'esprit, les vices sont des maladies d'esprit, à quel titre,
Et donc, on voit bien qu'il y a un certain nombre de questions qui surgissent. Et l'idée, en fait, c'est de se mettre à réfléchir. Très bien. Bon, c'est un texte de philo. Et puis j'ai encore appuyé sur le mauvais bouton. Et puis arrive, alors ça c'est écrit un peu petit peut-être, je vais vous le lire si vous voulez. Non, ça c'est beaucoup trop petit. La catastrophe financière de la fin des années 2000. Donc c'est le commentaire qui suit, c'est la suite de la page. A fait perdre des milliers de milliards de dollars à des centaines de personnes intelligentes, rationnelles. Mais comment des personnes si intelligentes ont-elles pu être si idiotes? Elles connaissaient le système, savaient comment les marchés sont censés fonctionner, et elles avaient déjà réussi à engranger des milliards, si ce n'est des milliers de milliards. Et pourtant, elles ont eu tout faux, notamment sur les aléas du marché. À observer la situation, il n'est pas difficile de constater que l'avidité formait une large part du problème. L'avidité est ce qui avait conduit des gens à créer des marchés complexes que personne ne comprenait dans l'idée de se faire du pognon rapidement. L'avidité en avait conduit d'autres à faire des échanges sur des réservoirs de dettes. L'avidité avait retenu quiconque de dénoncer cette situation pour ce qu'elle était, un château de cartes attendant la moindre brise pour s'effondrer. Ça ne nous fera pas vraiment de bien de critiquer ces gens après coup. Mieux vaut examiner comment l'avidité et les vices pourraient avoir un effet similaire dans votre vie. Quels écarts de jugement pourraient-ils causer chez vous? Quelles maladies pourriez-vous avoir? Et ça termine, et comment votre esprit rationnel pourrait-il prendre le pas afin de les réguler? Donc, ici, vous voyez bien, le but, c'est pas de nous faire réfléchir sur ce qu'est un vice, une maladie de l'âme, pour comment elle s'installe, comment s'en débarrasser, c'est de donner un conseil pratique, après une petite analyse de la situation, de dire, ok, on laisse tomber, c'est stoïcien finalement, le marché s'est effondré, les gens ont fait n'importe quoi, mais ça ne nous fera pas de bien, ça ne dépend pas de nous, c'est très stoïcien dans le principe. Par contre, vous avez ici la façon dont les questions sont formulées, ce ne sont pas des questions d'ordre problématique, elles ne font pas émerger des problèmes, elles vous mettent en direction vers une solution. Il y a une voie à suivre, c'est ça que vous devez faire, c'est un type de comportement qu'il faut adopter. Donc, alors que dans le premier extrait, me semble-t-il, il s'agissait de se demander, il y a quelque chose qui nous fait penser, qui nous fait réfléchir, ici, il y a quelque chose qui nous fait agir. Et au final, j'ai l'impression que c'est le seul critère qui soit vraiment franc et permette de trancher entre les deux. Et c'est sur cela que je me